Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Professeur Eleonore Sellars, Madame Anouk Cohen, chères doctorantes et doctorants, au nom de Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire. Nous sommes, comme vous le savez, au 9e séminaire dans le cadre de ce cycle qui est organisé par l'Académie du Royaume et le Centre Jacques Berck sur le thème que vous connaissez déjà, qui est l'histoire du livre du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest, du XVIe au XXIe siècle. Et ce 9e séminaire sera animé, comme vous le savez, par, j'allais dire, une grande codicologue qui est Madame Eleonore Sellars. C'est une professeure, chercheuse, bien sûr. Elle a beaucoup travaillé sur les anciens Corans. C'est d'ailleurs une des grandes spécialités, des grandes spécialistes de ce domaine. Ses travaux, d'ailleurs, sont connus. Elle a fait, tout à fait au début de sa carrière, un travail approfondi sur le Mus'haf al-Wardi, c'est le Pink Coran. Et ce travail est connu, d'ailleurs, parmi les grands chercheurs qui travaillent sur les anciens Corans. Elle est également, elle a eu son diplôme à l'INALCO, elle a fait des études des langues orientales à Paris. Elle a également travaillé comme chercheuse au Collège de France et actuellement, elle est chargée d'inventorier et d'étudier les manuscrits coraniques en écriture koufique conservés dans les bibliothèques du Maroc. C'est un grand projet qui est justement dirigé par et bien sûr supervisé par Madame Sellars. Et c'est pour cela que nous avons choisi pour ce séminaire le titre qu'elle va traiter d'ailleurs, elle va traiter les plus anciens Corans et les manuscrits coraniques au Maroc. Je la remercie infiniment au nom de l'Académie du Royaume pour avoir fait le déplacement et pour avoir animé ce séminaire. Et je donne la parole tout de suite à Madame Anne, directrice de Berck. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sitamer, et merci beaucoup à vous tous d'être là à nouveau pour cette nouvelle année de séminaire dédié à l'histoire du livre du Maghreb à l'Afrique de l'Ouest. Merci également et tout particulièrement à Eleonore Sellars d'avoir accepté notre invitation. Il nous semblait important de consacrer une place à l'histoire matérielle d'un livre au statut très particulier, comme vous le savez, qui est le Coran, et qui est souvent mobilisé comme une référence dans la production du livre, y compris moderne jusqu'à aujourd'hui contemporain. Donc on est très heureux d'accueillir professeur Eleonore Sellars aujourd'hui, et sans tarder, je vous cède la parole pour environ 1 heure de présentation, et suivra une discussion avec tout le monde de 3/4 d'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Et surtout, je vais commencer par déjà vous remercier et vous dire combien je suis honorée de vous voir tous ici, tous réunis, pour un sujet qui m'est très à cœur. Et je vais commencer par remercier un certain nombre d'institutions et de personnes sans qui je ne pourrais pas être là aujourd'hui. D'abord, je vais commencer par remercier l'Académie royale et le Centre Jacques Berck, qui me permet de présenter mes recherches. Et je vais remercier tous ces gens qui m'ont aidé dans ces recherches, à commencer par Monsieur Abdelaziz El-Saouri, qui m'a accueilli le premier au Maroc, qui m'a accompagné à la Bibliothèque nationale, qui m'a aidé à accéder aussi à la bibliothèque de la Grande Mosquée de Meknès. Je remercie également Monsieur Abdel Fattah Boukchouf, qui est directeur de la bibliothèque Qarawiyyin, et son adjoint Abou Bakr Jawan, Monsieur Abdelrani Belazem de la bibliothèque Ben Youssef à Marrakech. Pour plus près de nous, à Rabat, je remercie également Monsieur Bin Bin,
de la bibliothèque Hassaniya, qui m'a également permis d'accéder à ce manuscrit qui est à la bibliothèque Hassaniya. Et je remercie tous ces gens non seulement pour m'avoir donné accès à ces manuscrits, mais également de m'avoir donné accès, mais également de m'avoir fait découvrir un patrimoine, une culture du Maroc, au sujet de laquelle je n'avais aucune connaissance en réalité. Et pour tout cela, pour cette richesse que j'ai reçue, je remercie tous ces gens et certainement d'autres que je n'ai pas mentionnés aujourd'hui, mais qui sont bien dans mes pensées. Donc cette recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai commencée il y a 3 ans et elle concerne donc les manuscrits du Coran en écriture ancienne. Pour la petite histoire, ce projet, je l'ai décidé toute seule. Après être allée à la bibliothèque Qarawiyyin. Et on m'avait dit alors, donc il y a 3 ans, on m'avait dit, mais va voir les manuscrits là-bas, tu verras, tu vas découvrir plein de manuscrits en écriture koufique. Et en effet, quand j'y suis allée, il y en avait beaucoup. Mais ces manuscrits ne m'étaient pas totalement inconnus. En fait, j'avais déjà vu des feuillets de ces mêmes manuscrits, mais pas dans cette bibliothèque. Je les avais vus à Londres, sur le marché de l'art. Je les avais vus chez Sotheby's, chez Christie's. Et à ce moment-là, quand je les avais vus, ils ne m'avaient pas intéressée. Finalement, moi, j'étais spécialiste des manuscrits beaucoup plus anciens de l'époque omeyyade. Et cette production en écriture koufique était assez tardive. Et puis, ces fragments n'avaient aucune provenance, aucune histoire sur le marché de l'art. Donc finalement, ça ne m'avait pas du tout intéressé. Et là, je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés dans la bibliothèque Qarawiyyin. Et là, c'était différent. Parce que là, les manuscrits étaient connectés à un lieu historique que je ne connaissais pas alors. Mais c'était complètement une expérience complètement différente. On pouvait se poser la question, est-ce que ces manuscrits ont peut-être été copiés sur place? S'ils n'ont pas été copiés sur place, au moins cet endroit a été leur lieu de conservation pendant des siècles. Et c'est une expérience que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai fait ma thèse à Paris, j'ai travaillé sur un corpus de manuscrits à la Bibliothèque nationale de France. Ces manuscrits de la Bibliothèque nationale de France sont venus d'ailleurs. Ils n'ont aucun lien historique avec ce lieu de conservation. Ici, la bibliothèque Qarawiyyin avait ce lien. Et cela m'a fait quelque chose. D'abord, ça a développé une curiosité. En fait, je voulais savoir depuis quand ils étaient là. Est-ce qu'ils avaient été copiés ici? Est-ce qu'ils étaient venus par la suite? Et la dernière question, c'était pourquoi je les retrouvais à Sotheby's, à Christie's? Pourquoi je les retrouvais ailleurs? Donc, il y avait toutes ces questions. Et quand j'ai visité la bibliothèque, évidemment, j'ai posé des questions aux conservateurs, j'ai regardé les inventaires et aucune de mes questions n'a trouvé de réponse à ce moment-là. Donc j'ai pensé qu'il était utile de faire une recherche. Alors la recherche historique sur ces manuscrits est très complexe et c'est pour ça qu'il y a autant de questions, parce que ces manuscrits sont fragmentaires. Ils ont été endommagés, on n'a plus le début, on n'a plus la fin. Ils ne portent aucune date de copie, aucun colophon. Donc le colophon, j'imagine que vous savez aujourd'hui ce que c'est. C'est le lieu où le copiste va s'exprimer lui-même, il va donner son nom, il va donner peut-être le lieu de copie, la date de la copie. Donc ces informations-là, dans ces manuscrits, sont absentes, totalement absentes. Nous n'avons aucune information historique sur le contexte de copie de ces manuscrits. Donc il y a une frustration. Vous avez ces objets, ce sont des objets, mais ils n'ont pas de
Ils n'ont pas d'informations sur le contexte dans lequel ils ont été produits et dans lequel ils sont parvenus jusqu'à nous. Et cette frustration m'a amenée à travailler, à étudier, à chercher comment résoudre ce problème. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter, cette étude. Donc il y a une question centrale. La question c'est... Alors il faut que j'avance quand même. La question centrale, c'est comment redonner sens à des manuscrits qui sont décontextualisés. Comment redonner une identité à des manuscrits qui ont perdu leur contexte. Comment reconstruire le lien entre un objet et un lieu, et une mémoire, quand ce lien a été brisé. Ces questions, évidemment, ne concernent pas seulement les manuscrits du Maroc. En réalité, elles concernent tous les corpus anciens, et de façon plus générale, elles concernent tous les objets archéologiques, des objets qui perdent, qui sont à un moment donné, à un moment de leur existence, sortis de leur contexte historique. Alors, pour répondre à ces questions, je vous propose de procéder en 2 temps. D'abord, je vais vous présenter de façon très globale le corpus, donc tous les manuscrits que j'ai sélectionnés pour cette étude, où ils se trouvent, combien on en a, donc, et puis vous verrez avec les images un peu à quoi ils ressemblent. Et dans un deuxième temps, on parlera un peu des considérations générales, où là, je vais vous présenter en fait les différentes méthodes d'étude du manuscrit. Et ces différentes méthodes, on peut les utiliser à la fois pour s'interroger sur la production, où ces manuscrits ont été produits, à quel moment, dans quel milieu. Il y a beaucoup de questions différentes qui concernent la production, mais aussi, et si vous voulez, le manuscrit n'est pas seulement issu d'un contexte de production. Un manuscrit, on le produit, mais il va circuler, il va survivre à l'histoire, et il va circuler, il va être conservé. Et toutes ces méthodes que je vais vous présenter vont également s'intéresser donc à la vie postérieure du manuscrit. Mais alors, sans plus tarder, commençons par la présentation du corpus. Ce corpus se divise en deux grandes catégories. D'une part, nous avons les bibliothèques publiques, les bibliothèques anciennes, et d'autre part, nous avons les collections privées, ou plutôt les ex-collections privées, qui s'étaient constituées vers la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Aujourd'hui, elles sont publiques, mais on parlera de ces collections privées. Commençons maintenant par la plus importante, la plus célèbre bibliothèque, qui est celle de la mosquée Qarawiyyin. La mosquée avait été fondée, comme vous le savez tous, au IIIe siècle de l'Hégire, IXe siècle de notre ère, et probablement, dès cette époque, elle abritait des manuscrits. La Rizana, officiellement, avait été créée plus tard, mais dès le IXe siècle, on peut supposer que la bibliothèque, il existait une bibliothèque des Masahif pour cette institution. Et probablement, dès cette époque, donc le IXe siècle de notre ère, IIIe siècle, dès cette époque, il y avait des Masahif, peut-être l'un de ceux qui existent encore aujourd'hui dans la bibliothèque. C'est en tout cas la bibliothèque qui conserve le plus de fragments en écriture koufique. Au total, si on compte en termes de feuilles, waraqa, nous avons 764 feuilles du Mus'haf en écriture sur parchemin, raq, et en écriture koufi. À l'écran, vous voyez les numéros d'inventaire. Donc,
le 876, 899, 900. Tous ces inventaires, numéros d'inventaire, correspondent à l'exception du premier. Donc le 876 est un mushaf qui est relié, donc un gros volume. Tous les autres sont identifiés, sont conservés dans des boîtes, les fameuses boîtes bleues si vous fréquentez les bibliothèques. Donc on a un certain nombre de numéros d'inventaire, mais ce n'est pas parce qu'on a 9 boîtes qu'il y a 9 manuscrits différents. Et là, on va commencer déjà l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse des écritures, la paléographie. Et cette paléographie nous permet de voir, par exemple, que dans la boîte numéro 899, nous avons 2 manuscrits différents. Les 9 premiers feuillets appartiennent à un premier mushaf et les autres, les 19 autres feuillets appartiennent à un mushaf qui est différent. Et ils sont dans la même boîte. Et ça, comment le savoir? La façon la plus rapide de le savoir, c'est de lire le texte. Ça peut prendre du temps, mais c'est la première façon de savoir qu'ils appartiennent à 2 manuscrits différents. Parce qu'on retrouve le même texte, tout simplement, le même passage du texte. Ici, vous avez la fin de la sourate Fatir et le début de la sourate Yasin sur les 2 manuscrits différents. Et déjà, vous pouvez voir la différence. Vous voyez, par exemple, qu'à gauche, la couleur est beaucoup plus intense. Les couleurs, les pigments sont différents, les couleurs utilisées sont différentes. L'écriture est plus épaisse, plus dense à gauche qu'à droite. Et après, il y a d'autres éléments qui permettent de séparer ces 2 manuscrits qui se trouvent matériellement, physiquement, dans le même ensemble. Et pourtant, il y a des différences. Mais pourtant, quand vous regardez de façon générale, regardez le médaillon qui se trouve... je vais essayer d'utiliser cette grande baguette, j'essaie de ne pas vous crever un œil. Donc quand vous regardez le médaillon ici, vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose de très similaire. Et on peut se dire que ces 2 manuscrits ont peut-être été copiés finalement l'un à côté de l'autre. Peut-être l'un a servi de modèle à l'autre. Donc ce sont des questions qui peuvent émerger par la comparaison des fragments. Vous avez raison de vous pousser. Donc on a 2 fragments, 2 manuscrits différents dans la même boîte. On a également la situation inverse, où on va trouver des manuscrits qui appartiennent à l'origine au même mushaf, qui se trouvent aujourd'hui séparés physiquement dans des boîtes différentes. Et c'est le cas de ce manuscrit dont je vous parlais, qui appartient en réalité au même manuscrit que le 904 et le 906. Donc on a 3 unités qui sont à rassembler dans la même unité. Ils appartenaient au même manuscrit. Même chose pour le 902 et le 905 qui font partie du même manuscrit. Donc une fois qu'on a fait tout ce travail, ça prend déjà un certain temps, on obtient le nombre de masahif dans la Khizana Qarawiyyin. Et nous avons au total 7 manuscrits. Bon, ici, vous en avez 6. Mais ce qui est important de regardez le nombre de feuillets. Dans le premier, nous en avons 287 avec un texte, une séquence textuelle qui commence à la sourate 4 jusqu'à la sourate 73. Le deuxième a 228 feuillets, le quatrième 123, le cinquième 70. Nous avons beaucoup de feuillets avec des séquences textuelles qui sont très larges, ce qui nous permet de penser qu'à l'origine, ces manuscrits étaient complets dans cette bibliothèque. Du moins, ce n'était pas seulement des feuillets éparses qui avaient voyagé, qui s'étaient retrouvés un peu par hasard dans cette Khizana. Le dernier
manuscrit de la bibliothèque Qarawiyyin. Alors c'est un peu difficile de parler du manuscrit de la bibliothèque Qarawiyyin parce qu'en réalité, nous n'avons que 14 feuillets dans cette bibliothèque et il y en a d'autres du même manuscrit qui sont ailleurs. Et ce cas de ce manuscrit illustre un peu les caractéristiques des collections au Maroc. Il y a des transferts, intiqal, des transferts de manuscrits d'une bibliothèque à l'autre. Vous voyez, vous en avez 21 feuillets à Meknès, vous avez 12 feuillets dans la Bibliothèque nationale, et vous avez aussi des feuillets à l'étranger. Et cette particularité caractérise pas seulement ce manuscrit, mais aussi tous les autres manuscrits qui se trouvent au Maroc. Passons maintenant à la deuxième collection, c'est celle de la grande mosquée de Meknès, Jamia Meknès. Et cette mosquée avait été construite sous les Almohades. On ne sait pas exactement la date de construction de la mosquée, mais encore une fois, dès cette époque-là, il y a dû avoir, s'il y avait une mosquée, il devait y avoir des masahif. Et en tout cas, il y avait un lieu d'enseignement qui était très important et qui entretenait des relations étroites avec Fès, avec la bibliothèque, avec la grande mosquée Qarawiyyin. Et ces relations, eh bien, on va les voir dans les manuscrits eux-mêmes. Dans cette bibliothèque, il y a 2 numéros d'inventaire qui m'intéressent particulièrement. Le 231.1, qui est un fragment qui rassemble 24 feuillets du même mushaf. Et il y a le 231.2, qui est, comme vous le voyez à droite, un espèce d'ensemble, un ensemble de cahiers. Alors, quand je parle de cahiers, je vous avais apporté une petite illustration. Donc, ce sont des feuillets de parchemin qui sont en fait tenus ensemble. Et comme le parchemin est une matière tellement forte, ces feuillets sont restés ensemble. Et même, vous pouvez voir sur l'image, il y a encore des traces des fils de couture qui relient les cahiers, qui tenaient encore les cahiers ensemble. Donc cet inventaire 231.2, en réalité, rassemble les feuillets de plusieurs manuscrits différents. Aujourd'hui, nous en avons 89. Et dans cet ensemble, nous avons 8 manuscrits différents, dont 6 en écriture bil-khat el-Koufi. Et sur ces 6, on retrouve 4 à la bibliothèque Qarawiyyin. Donc 4 des 6 ont des feuillets qui sont présents à la bibliothèque Qarawiyyin. Quant aux manuscrits qui ne sont pas en écriture koufi, qui sont en écriture maghribi, il y a un folio, et ce folio, je l'ai rajouté ici dans l'image. Ce folio qui est en bil-khat el-maghribi, à première vue, ne m'intéressait pas, mais j'ai bien fait de le photographier parce que, comme vous allez le voir par la suite, il s'avère qu'il va jouer un rôle particulier dans la circulation de mes manuscrits koufiques. Mais ça, je ne le savais pas encore, mais heureusement que je l'ai photographié. Maintenant, partons à Marrakech et à la bibliothèque de la mosquée Ibn Youssouf. Cette mosquée fut construite au VIe siècle de l'Hégire, XIIe siècle de notre ère, par Ali ibn Youssouf ibn Tashfin. Et la bibliothèque de cette mosquée, sa collection a connu une histoire très mouvementée. D'abord, on ne sait pas exactement aujourd'hui quels sont les manuscrits qui appartenaient à l'origine à la bibliothèque Ibn Youssouf, parce que les manuscrits ont bougé et cette bibliothèque a reçu
des manuscrits de différentes bibliothèques. Nous avons des manuscrits qui avaient été donnés Hubbisa ala al-Jamia al-Kutubiyin. Donc on a des manuscrits de la mosquée Koutoubia, on a des manuscrits de la mosquée Al-Mouassin. Donc on a plein de manuscrits qui sont venus. Et ces mouvements sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Quand on visite cet endroit, on a l'impression que tout est statique, que rien n'a bougé depuis des siècles. En réalité, ce que je ne savais pas, c'est que les manuscrits sont revenus dans ce bâtiment qui avait été construit pendant le protectorat, sont revenus là seulement en 2014. Donc on a cette impression d'état statique, mais en réalité, les manuscrits bougent. Et je crois que c'est une caractéristique du manuscrit, ces voyages des manuscrits. Dans cette bibliothèque, nous avons trois manuscrits en écriture koufique. Encore une fois, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai rassemblé directement les feuillets qui appartenaient à des boîtes différentes, mais qui appartiennent en réalité au même manuscrit. Encore une fois, on peut remarquer qu'on a beaucoup de feuillets. Ici, on en a 236, 107 pour le deuxième, 250 pour le troisième. Beaucoup de feuillets. Passons maintenant à un autre type de collection. Jusqu'à présent, je vous avais présenté les collections des Khizanat. Maintenant, nous allons parler des collections, des ex-collections privées. Ici, nous sommes à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Et cette collection était la collection du Pacha el-Glaoui. Et dans sa collection, 2 manuscrits Belkhat el-Koufi sont conservés. Le premier, le Jim numéro 1, est un manuscrit énorme. Il a 343 feuillets et ces 343 feuillets ne correspondent qu'à 17% du manuscrit. Donc imaginez qu'à l'origine, on avait quelque chose de monumental avec 2000 feuillets. Le deuxième rassemble des feuillets de différents exemplaires. Je reviendrai sur cette question plus tard. Donc la collection Glaoui qui a été saisie et entrée dans la collection publique en 1956. Deuxième collection, ex-collection privée, c'est celle de Moulay Abderrahman Bnouzidan, qui était grand historien de la ville de Meknès. Et ce manuscrit, donc un seul manuscrit, qui est aujourd'hui à la Khizana al-Hassaniya. Restons dans la bibliothèque royale, mais dans son annexe à Marrakech, où il y a un manuscrit très important, copié à l'or, mais dont on n'a plus qu'une section aujourd'hui, qui faisait partie de la collection de Abdelhai al-Kattani. Voilà pour les collections privées. Il faut que je retrouve un peu mon texte parce que je me suis perdue. Donc, j'ai fini avec le corpus. Maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est comment... Voilà, vous avez vu tous ces manuscrits. Maintenant, je voudrais vous présenter comment on les étudie. Quelles sont les méthodes aujourd'hui utilisées pour en savoir plus. Parce qu'il n'y a aucun de ces manuscrits qui sont datés, ce sont tous des fragments. Et on se pose un peu les questions de savoir si, par exemple, ce manuscrit copié à l'or est-il un produit marocain ou importé d'ailleurs. Donc, on va parler des considérations générales et on va commencer par la production. La production, c'est quand a-t-il été écrit, à quel endroit, dans quel milieu, est-ce qu'il a été commandité par un calife ou par un savant, ou donc dans quel milieu. Et mon intérêt, je vous l'ai présenté dès le départ, c'était de savoir où est-ce qu'ils ont été écrits. Est-ce qu'on a des manuscrits koufiques copiés au Maroc, ou est-ce que tous ces manuscrits koufiques viennent d'ailleurs? Donc, mon idée principale, c'était la géographie.
Cette analyse va commencer, on va commencer par l'analyse des matériaux. J'espère que tout le monde peut voir, même les gens qui sont très loin. J'espère que vous pouvez voir les détails des images, parce que les images sont très importantes. Alors, on va commencer par l'analyse des matériaux. Comme je vous ai expliqué, tous ces manuscrits sont sur parchemin, raq. Mais ces parchemins sont un peu différents les uns des autres. Alors, quand vous touchez un parchemin, et vous pourrez, je peux faire circuler éventuellement, quand vous touchez un parchemin, chaque feuille est différente parce que l'animal, la peau a été coupée soit sur l'extrémité de la peau, soit au milieu de la peau, parce que l'animal peut être différent. Aujourd'hui, on parle souvent dans les catalogues, on va trouver raq ghazal, mais l'animal utilisé pour le parchemin n'est pas forcément de la gazelle. Et d'ailleurs, on n'a jamais trouvé de la gazelle dans les parchemins. Pour identifier l'animal, il faut faire des analyses protéomiques. Ces analyses sont faciles à faire, mais elles ne sont pas pratiquées ici au Maroc. Donc, si on n'a pas d'analyse protéomique, on ne peut pas savoir quel animal, on a d'autres façons d'analyser les parchemins. Et la première façon, c'est de regarder. L'œil nous aide à déterminer certaines choses. Par exemple, là, je vous ai mis deux images, à gauche et à droite. Quand vous regardez le parchemin, dans les zones qui sont vraiment blanches, dans les marges, est-ce que vous voyez une différence entre ces deux parchemins? Ah, voilà, exactement. Ces parchemins, on observe dans l'ensemble du corpus, on observe deux groupes. On a des parchemins lisses, magnifiques, au toucher, c'est réellement, il n'y a pas d'aspérité. Alors, et on a un deuxième groupe où on peut ranger un certain nombre de manuscrits où on a ces stries obliques. Et ces stries obliques sont très intéressantes. J'ai fait analyser un feuillet qui se trouve dans une collection privée, mais qui appartient au corpus marocain. Et à la lumière hyperspectrale, c'est-à-dire en profondeur, on retrouve, alors à première vue, à l'œil, on ne voit pas, mais on retrouve tout de même ces stries obliques à l'intérieur du parchemin. On les retrouve sur le recto et sur le verso, ce qui veut dire que il y a eu une technique de préparation du parchemin différente à un certain moment, dans un certain contexte. Et ça nous permet déjà de séparer notre ensemble en deux groupes. Deuxième aspect que l'on peut regarder, ce sont, toujours dans les matériaux, ce sont les encres. À gauche, regardez les encres noires, les encres du texte, du rasm. À gauche, vous avez une encre bien noire, bien puissante. À droite, une encre un peu plus marron. Alors, ces encres, dans un premier temps, on peut regarder avec une lumière infrarouge et on va détecter la présence de métaux. Soit on a une encre avec des métaux, soit on a une encre sans métaux. Les masahif, même de cette époque et même beaucoup plus tard, puisque on va retrouver la même encre métallique avec les métaux dans le Mus'haf Shatiba. Donc ces encres métallogalliques peuvent en réalité recevoir différents métaux. Et c'est ça qui apparaît à l'écran. Cette différence que vous voyez dans les couleurs, en réalité, c'est les différents métaux qui sont utilisés. À gauche, probablement, on a une encre à base de fer, 100% fer, enfin 100%, c'est jamais 100%, mais essentiellement du fer. Et à droite, on peut avoir des encres où on a ajouté, en plus du fer, du cuivre,
du zinc, et ce sont ces métaux qui vont donner ces couleurs un peu différentes. En plus des encres noires, on peut regarder les pigments colorés. À gauche, vous avez de l'or. À droite, on n'a plus d'or. On a utilisé du jaune. Le jaune, peut-être, a remplacé l'or parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour utiliser de l'or. Donc, ces paramètres permettent, encore une fois, de séparer deux ensembles. Autre aspect, toujours dans ce que j'appelle l'aspect matériel des matériaux et ce qu'on appelle de la codicologie, c'est l'étude des formats. Ici, notre corpus se divise en 3 grands groupes. La majorité sont des petits manuscrits qui correspondent au format in octavo. Nous avons un bel in quarto, donc celui de la bibliothèque Ben Youssef, qui était quand même, in quarto, c'est quand même assez imposant, hein. En termes de quantité, c'est 53 mètres carrés de parchemin pour produire un moussaf comme celui de la bibliothèque Ben Youssef. Et le plus grand, en réalité, qui est un peu à part dans le corpus, c'est celui de la Bibliothèque nationale, qui était absolument énorme, puisqu'en termes de quantité de parchemin, il fallait 300 mètres carrés pour produire un manuscrit de ce format-là. 300 mètres carrés. Je vous épargne. Alors, la question des volumes, c'est très important parce qu'on a des manuscrits qui sont en un seul volume, le Mus'haf Kamila dans un seul volume. On a des manuscrits en 30 juz. On a des manuscrits comme le Codex, le Mus'haf de Malaga, qui est en 4 volumes. Et le 4 volumes, c'est une façon de présenter qui est assez commune, en fait, au monde de l'Occident musulman, et on a des manuscrits en 7 volumes. Donc on a des choses un peu différentes. Et celui-ci, c'est la question. Combien de volumes étaient-ils divisés? Aujourd'hui, on a 3 volumes, mais ça ne veut pas dire que les volumes, la présentation actuelle reflète l'original. Je vous épargne la construction des cahiers parce que c'est très technique et je pense que je vais tous vous perdre à ce niveau-là, mais on peut garder ça pour un séminaire vraiment dédié à la codicologie et à la construction des cahiers. C'est fascinant. Et on passe rapidement à la paléographie. Alors cette paléographie, donc, c'est l'étude des écritures et on va analyser chaque petite forme de lettres. Et cette écriture, cette analyse des écritures va nous permettre, encore une fois, de faire 2 groupes. D'une part, nous avons les écritures koufiques dites classiques, dans le sens, j'utilise classique dans le sens où on va retrouver des écritures de ce type-là en Orient, dans les bibliothèques, les fonds de la grande mosquée de Amr ibn al-As à Fustat ou de la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Donc on retrouve les mêmes écritures. On a ce premier ensemble et on a un deuxième ensemble avec des écritures koufiques un peu hybrides, dans le sens où elles mélangent des choses et elles ajoutent aussi des éléments un peu fleuris, palmé, voilà, comme le qaf avec la terminaison un peu palmée. Donc on a encore 2 groupes. Et ces 2 groupes, donc l'ensemble, ah oui, on a évidemment des éléments aussi, si on regarde le texte, on a évidemment des choses légèrement différentes. Le rasm est identique, mais c'est dans le détail qu'on va voir les différences. Par exemple, dans la ponctuation, en haut, vous allez avoir le noun qui a le point, et dans l'exemple du dessous, le noun n'a pas de point. Donc on a ce genre de différence au niveau de la ponctuation. On a des différences également dans les voyelles. Là, vous voyez « ayat el-kitab », vous voyez le point ici, le point rouge de ayat, c'est le med, qui est à gauche de l'alif, alors qu'ici, c'est le point jaune qui est à droite
de l'alif. Donc on a ces petites différences entre les productions. Autre élément qui est différent, c'est le titre. Lisez, est-ce que vous pouvez lire le titre écrit à l'or sur le premier fragment? Fatihatu Sura Ash-Shu'ara. Alors que dans le deuxième, Surat Az-Zulla. Donc on a des variations également dans le choix des titres. C'est toujours la sourate 26, mais on a des variations également au sein de notre corpus dans le choix des titres. Et encore une fois, on a deux grands ensembles. Voilà. Alors toutes ces considérations des matériaux, des encres, des écritures, des textes nous permettent de créer au sein de notre corpus deux grands ensembles. Et on a d'une part ces manuscrits à gauche qui sont probablement importés et ces manuscrits à droite qui ont probablement été écrits sur place. Et quand je dis sur place, ça peut être en Al-Andalus ou au Maroc. À l'intérieur de ce même ensemble, on peut faire des subdivisions. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la géographie. Mais toutes ces analyses peuvent servir à la chronologie, en ajoutant d'autres types d'analyses. Je ne vous ai pas parlé de l'analyse au carbone 14. Mais ces analyses nous révèlent que dans nos manuscrits importés, nous avons des feuillets, des manuscrits très anciens, des manuscrits qui remontent au 1er siècle de l'Hégire. Malheureusement, on n'a pas de datation carbone 14 pour le confirmer, mais j'espère qu'on en aura une un jour. 1er siècle de l'Hégire, début du 2e siècle de l'Hégire, 3e siècle, des manuscrits qui sont venus au Maroc et qui y sont restés pendant longtemps. De l'autre côté, on a besoin de repères chronologiques. Pour l'instant, on n'a pas de datation carbone 14. On cherche des repères chronologiques, et ce repère chronologique, ça peut être des manuscrits datés par Colophon. Nous n'en avons pas au Maroc. Il a fallu aller au Koweït pour trouver un manuscrit qui présente ces caractéristiques, le parchemin avec les stries, l'écriture, les titres, les voyelles, toutes ces caractéristiques d'une production locale, se trouvent réunies dans un manuscrit daté de 393 de l'Hégire, probablement d'origine marocaine, qui n'est pas au Maroc, qui est au Koweït, qui est soi-disant complet, mais qui ne l'est pas, presque, divisé en 2 volumes aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine il était en 2 volumes, et qui est donc au Tariq Rajab Museum. Et ce manuscrit daté nous permet de dire que les autres que nous avons ici, qui présentent les mêmes caractéristiques, sont probablement de cette époque-là, ou plus ou moins de cette époque-là. Voilà. Alors, toutes ces observations, pour l'instant, nous avons parlé de la production, quand et où ils ont été produits. Nous n'avons pas parlé de la vie postérieure. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi, aujourd'hui, nous avons des manuscrits à la Qarawiyyin, à Meknès et également ailleurs. Parlons d'abord rapidement de la circulation à l'époque médiévale. On va utiliser les mêmes techniques pour parler de la circulation. Nos manuscrits portent... la première question, c'est où est-ce qu'ils étaient conservés à l'époque médiévale? Aujourd'hui, on les trouve dans les différents endroits que je vous ai présentés, mais à l'époque médiévale, où est-ce que se trouvaient ces manuscrits? Premier élément qui nous donne une idée, c'est ces perforations. Alors j'imagine que les gens qui sont loin ne voient strictement rien, mais les perforations à l'aiguille qui se trouvent dans les marges. En haut, vous avez un hubbisa, et dans la marge intérieure, là, vous avez hubbisa lillah. Et pareil pour le grand, où vous l'avez seulement dans la marge supérieure. Donc on sait qu'à un moment donné,
pas forcément au moment où ils ont été produits, mais peut-être plus tard, ces manuscrits se sont trouvés conservés, donnés dans une bibliothèque d'une institution religieuse. Malheureusement, à quel endroit? On ne sait pas. Sauf exception, ce manuscrit sur lequel j'ai publié cet article qui, normalement, vous avez été distribué. Donc, ce manuscrit présente le Hubbisa, mais sa particularité, c'est qu'il a aussi un lieu. C'est absolument extraordinaire. Il a le Jamia Malqa. Donc, on a l'endroit où le manuscrit avait été donné. Autre voyage, et là c'est un voyage un peu plus... Donc on sait que le manuscrit avait été donné à Jamia Malqa, il est venu au Maroc. Est-ce qu'il est allé à la Qarawiyyin, est-ce qu'il est allé à Meknes? On ne sait pas, car des feuillets de ce même manuscrit se trouvent à la fois à Meknes et à la Qarawiyyin. Autre voyage, autre manuscrit, et un voyage un peu plus long, c'est celui de ce manuscrit qui se trouve aujourd'hui à la grande mosquée, dans la collection de la grande mosquée de Meknes. On a retrouvé des feuillets du même manuscrit dans les collections de Paris et de Gotha en Allemagne. Et ces deux collections, celle de Paris, celle de Gotha, proviennent d'un seul et même endroit. Ce n'est pas Meknes, ce n'est pas Qayrawan. Non, ces deux collections ont été rassemblées dans la grande mosquée de Amr ibn al-As à Fustat. D'après les caractéristiques, donc on est au Caire, d'après les caractéristiques du manuscrit, il n'était pas en un seul volume. Il était probablement en 30 volumes, chacun comportant environ 60 feuillets. Et le dernier volume, le 30e juz, est celui qui se trouve à Meknes. Est-ce que les 29 autres sont plus ou moins représentés dans la collection de Paris prise au XIXe siècle au Caire, à Fustat? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, à l'époque médiévale, ce manuscrit se trouvait à Kairouan? Les 29 juz sont partis à la mosquée de Amr. Le 30e a suivi un chemin différent et est arrivé à Meknes. Est-ce que l'ensemble du manuscrit, et ça c'est ma conviction, mais je n'ai pas d'indice matériel pour le prouver, ma conviction est que l'ensemble de ce manuscrit se trouvait en Égypte et qu'à un moment donné, à l'époque médiévale, il a été un volume, le dernier volume, a été retiré de la mosquée, retiré de la collection et a trouvé sa voie jusqu'à Meknes, jusqu'à la grande mosquée de Meknes. Avançons maintenant un peu dans le temps et on se dépêche un petit peu. Je voulais vous parler également d'un autre type de circulation. C'est cette circulation qui part des mosquées, des collections des mosquées, des khizanettes, et qui vont dans les collections privées au tournant du 19e, 20e siècle. La première collection, c'est celle évidemment du Pacha el-Glaoui. On n'a pas d'informations sur l'origine du Jim Wahid, du premier, du grand. On sait qu'il a été Hubbisa quelque part, on ne sait pas où. Le deuxième, par contre, on a plus d'informations. Parce que ces feuillets, en réalité, on a d'autres feuillets qui se trouvent à Meknes et à la Qarawiyyin. On ne sait pas, peut-être qu'ils ont été séparés il y a un certain temps. Mais si on regarde les dommages, les champignons qui ont attaqué le manuscrit à la fois du Pacha el-Glaoui et de la collection de la Qarawiyyin, on se dit que ces feuillets étaient ensemble encore, sont restés du moins ensemble pendant assez longtemps. Et voilà. Et j'ai parlé du Pacha el-Glaoui, maintenant je vais parler de quelqu'un qui était proche du Pacha el-Glaoui, c'est le maréchal Lyautey.
le maréchal Lyautey, avait dans sa collection un moushaf, ou une partie du moins. Une partie d'un moushaf qui se trouve encore aujourd'hui, l'autre partie, à la Ben Youssef, à Marrakech. Cet ensemble comporte 101 feuillets, donc quelque chose d'assez important. Il a été vendu en 1975 quand les héritiers du maréchal Lyautey n'avaient plus d'argent pour entretenir le château. Et c'est la Bibliothèque nationale de France qui a racheté le volume. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence du fragment qui se trouve à la Ben Youssef, le volume du maréchal Lyautey est magnifiquement relié. Et là, on reconnaît le travail des relieurs de Fès des années 15. Et ce qui est intéressant également au niveau de la reliure, quand on regarde la reliure du Jim Wahid du Pacha El-Glaoui, elle est tout à fait identique. Les fers de reliure qui ont été employés sont identiques, ce qui nous laisse penser que le Pacha El-Glaoui et le maréchal Lyautey avaient le même relieur, ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre la circulation de ces manuscrits. Autre manuscrit, autre circulation, ce magnifique manuscrit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à la bibliothèque Hassaniya, provenait de la collection de Moulay Abdelrahman Nouzidan, qui était historien, le grand historien de Meknès. Son manuscrit sa collection a été donnée par ses héritiers en 1969. Mais d'où provenait ce manuscrit? Avant d'entrer dans sa collection, nous n'avons pas d'informations, ou du moins pas d'informations écrites sur le manuscrit. Et le mystère aurait demeuré entier si je n'avais pas trouvé dans la collection de la Grande Mosquée de Meknès un indice. Et c'est ce fameux feuillet dont je vous avais parlé en écriture Bilkhat al-Maghribi, qui à première vue ne m'intéressait pas et qui finalement m'intéresse parce qu'il appartient à ce manuscrit. Alors évidemment, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'appartient pas du tout à ce manuscrit. Ce sont deux choses complètement différentes. En réalité, il appartient à l'histoire de ce manuscrit dans sa circulation. Le manuscrit de la bibliothèque Hassaniya était quasiment complet. Il avait été, à un moment donné de son existence, il avait été restauré. Il manquait des feuillets et quelqu'un était venu et avait complété une séquence manquante de ce manuscrit. Aujourd'hui, on a 7 feuillets sur parchemin, Bilkhat el-Maghribi. Voilà. C'est à l'intérieur du manuscrit. Et en réalité, quand vous comparez cette séquence restaurée avec ce feuillet que j'ai retrouvé dans la collection de la Grande Mosquée, il n'y a pas de doute, ça appartient à la même phase de restauration. Ce feuillet, c'est le dernier. Le verso est, vous voyez, c'est la Surat An-Nas, le verso est vierge. C'est le dernier feuillet du Mus'haf. Et en réalité, ça nous montre que le Mus'haf de Moulay Ibn Zidan provenait de la bibliothèque de la Grande Mosquée de Meknès. Il a été pris, il n'était pas relié. On a vu ce dernier feuillet qui n'était peut-être plus tenu au manuscrit, qui n'avait rien à voir à première vue, sauf si on feuilletait l'intégralité du Mus'haf. Et ce feuillet est resté dans la bibliothèque de la Grande Mosquée, alors que le manuscrit, le reste du manuscrit, a été intégré dans la bibliothèque de Moulay Ibn Zidan, qui lui-même fréquentait cette bibliothèque. Il le dit, et il dit aussi clairement que cette bibliothèque était dans un état catastrophique et qu'elle subissait des vols. Donc, lui-même a reçu un manuscrit qui venait de cette grande mosquée.